Jacques Ivanov est ethnologue. Il est spécialiste des nomades marins d'Asie du Sud-Est, plus connus sous le nom de Moken. Quelques mois avant son départ pour la Birmanie, il décide de se replonger dans les images filmées par son père, décédé chez les Moken en 1973. En plus de leur valeur ethnologique, ces vieilles bobines de films sont un avant-goût de ce qui attend Jacques sur un terrain d'études qui n'a pas changé depuis 50 ans. Ces images du passé ne peuvent faire oublier que la Birmanie d'aujourd'hui reste un pays gouverné par des militaires et l'un des derniers territoires fermés du monde contemporain. Mon père, Pierre Ivanov, était ethnographe, plutôt, on va dire, explorateur aventurier, à faire des films, des livres et des circuits de conférences. Il est parti chez les Moken pour un terrain de 1 an et demi, de 18 mois. Il essayait de pénétrer la Birmanie en dépit de toutes les difficultés et il est mort d'ailleurs à la frontière. Et en fait, c'est simplement un assassinat pour lui voler son matériel qui était à l'époque assez important. Les Moken sont des nomades marins. Ils naviguent en flottille de 8 à 10 bateaux dans l'archipel Mergui, 800 îles, au large de la Thaïlande et surtout de la Birmanie. Donc 3000 individus répartis en plusieurs sous-groupes. Je suis devenu ethnologue simplement en allant voir les Moken eux-mêmes en 81, pour des raisons familiales, on va dire. Parce que j'ai voulu aller voir où était mort mon père, mais je suis resté avec eux parce que dès la première année, j'ai bien compris que j'étais fait pour m'entendre avec eux parce que c'est des nomades. Inconsciemment, j'avais compris qu'ils étaient libres, que c'était les derniers à pouvoir vivre dans la contradiction perpétuelle, dans un monde qui bougeait et qui n'allait pas s'améliorer. C'est là-dessus qu'on s'est entendu. Oui, nous, j'ai jamais remis en cause leur mode de vie. Je m'y suis tout de suite adapté et pour moi, c'est allé tout de suite. C'est après que j'ai compris qu'on était fait pour être ensemble. Et c'est pour ça que je les défends toujours. Et que je les défendrai encore. Jacques Ivanov a reçu en héritage les travaux de son père. Il décide, après 23 ans d'études sur les Moken, d'organiser une ultime expédition à travers les eaux interdites de l'archipel de Mergui. Ces 28 jours en mer ont pour finalité une exposition sur la culture Moken, à Rangoon, capitale de la Birmanie. Alors que Jacques négocie les dernières autorisations auprès de la junte birmane, à l'autre bout du pays, ses collaborateurs s'attellent aux derniers préparatifs. Où sont les ustensiles pour la cuisine? Ils sont avec la glacière. Ah ok, je vois. Et t'es sûr qu'on a tout? Oui, on a tout rangé en bas. T'es sûr qu'on l'a, hein? Sûr. Et est-ce que t'as la liste du matériel? Ah, good. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Bon, cette année, on est presque tous là. Tous les membres du projet sont là, mais le bateau n'est pas encore là. Donc il faut attendre, on ne sait pas, ils nous disent aujourd'hui, mais probablement ça sera demain. Parce que s'il est parti... where is the boat? Et où est le bateau? Le bateau? You don't know. Tu sais pas. Donc on ne sait même pas. Imaginez-vous, lui qui prend les contacts, donc qui peut parler avec les personnes militaires eux-mêmes. Lui, il est pratiquement l'assistant de Timonai, le responsable du MTT. De Victoria Point, ils ne savent même pas si le bateau est parti, s'il n'est pas parti, donc on ne comprend pas. Et nous, on ne peut rien faire qu'attendre. On y essaiera, il y a Jacques, déjà qui est à Rangoon,
Donc si le bateau ne va pas arriver, il faut prendre le contact avec les autorités, les militaires, et leur dire, écoutez, il faut que nous partent, dites-nous où est le bateau. Parce qu'en fait, nous, maintenant, on n'a aucune idée. Dans un pays où l'uniforme militaire fait loi, les communications ne sont pas chose facile. Pourtant, les nouvelles sont prometteuses. Le bateau devrait arriver dans les 24 heures. Reste à la charge de Jacques d'obtenir les dernières autorisations spéciales pour prendre la mer. Allô? Allô, Jacques? Oui. Très bien. Et la date de l'exposition, ça reste toujours le 19 avril? OK. Donc demain matin, quand tu viens, le bateau va être encore derrière dans le port. Hein? On va régler ça. Hein? OK. À demain. Salut, Jacques. Thank you very much. C'est toujours très compliqué. Ici, c'est demain oui, puis demain c'est non, c'est après-demain. Ça peut durer des journées jusqu'à qu'on trouve vraiment ce qu'on cherche. Un bateau, par exemple, ça peut tarder des fois 2-3 jours. Cette fois, ça fait déjà 5 jours qu'on n'a pas de bateau. Enfin, s'annonce en rade de Victoria Point, le futur bateau de l'expédition. Il sera baptisé le Moken Queen. Au sein d'une dictature, la certitude n'est la meilleure alliée de personne. Le cargo flambant neuf promis par les autorités n'est plus qu'un vieux rafio rafistolé. L'inquiétude semble gagner Luca et Marcello. Devant le fait accompli, ils échafaudent déjà leur plan pour aménager le confort minimum nécessaire au périple. Chose courante en Birmanie, pour d'obscures raisons, les militaires ont sûrement réquisitionné le bateau prévu avant de le remplacer par une épave. En fait, cette lampe ne fonctionne pas sur la prise de courant. Mais en mer, j'en ai besoin tout le temps. Avant de partir, il faut absolument trouver une batterie. Vous avez dit que c'était un bateau nouveau, qu'il avait un an. Je crois pas que c'est un bateau nouveau. Je crois que comme l'autre bateau a été confisqué par les militaires, et ils ont tout de suite cherché un autre, et voilà expliqué le retard. Donc aujourd'hui, il y aura une bonne journée de travail, ça c'est sûr. Est-ce que vous pouvez débarrasser tout ce qui encombre l'arrière là, hein, vous pouvez faire ça? Comme ça, on pourra installer un plastique sur le toit. L'arrivée du bateau est une première étape. Les derniers problèmes logistiques doivent encore être réglés. Il est maintenant nécessaire d'aménager cet espace restreint destiné à accueillir les 8 marins birmans ainsi que les membres de l'expédition. Aucun ravitaillement n'est prévu durant les 4 semaines d'exploration à travers les 800 îles de l'archipel. Vivres et eau potable doivent donc être embarqués en quantité suffisante. Les cales seront remplies de barils de gasoil. Les intermédiaires locaux en font payer 4 fois le prix. C'est le sésame pour obtenir un combustible de qualité. Les autorisations en poche,
Jacques arrive de Rangoon. Il peut maintenant commencer les pourparlers avec les autorités locales. Chaque île, chaque trajet, chaque arrêt doit être négocié. Les militaires imposent au bateau de naviguer à plus de 20 000 marins des côtes. La gourmandise du représentant du ministère du Tourisme birman est sans borne. Faire preuve de diplomatie ne suffit plus. La corruption est à peine dissimulée. Les dessous de table en billets verts de préférence servent à monnayer les autorisations, les visas, le bateau et les salaires de l'équipage. Ouais, on va aller là où je voulais aller, on peut y aller. Ce qui m'intéressait le plus, on peut. Je préfère pas lui dire le nom parce que le propriétaire, il va pas être d'accord. C'est toujours pareil, tu discutes, puis après, hop. Tu as une marge de manœuvre d'une journée ou deux entre l'itinéraire autorisé. Timonai, voilà 700 $ pour les passagers. Ça fait 5 passagers à 120 $ par passager pour les papiers. Ce qui nous fait donc 700 $. Alors que les membres de l'expédition achèvent la préparation du cargo, Jacques décide de retourner à l'endroit où il fit ses premiers pas en Birmanie. Je suis arrivé en 97 parce que j'avais entendu dire qu'on avait le droit d'aller à Victoria Point, c'est-à-dire ici. C'était un vrai dépotoir, c'était super agressif. Je suis resté une journée. Après, je suis revenu, j'ai eu des autorisations de rester 2 jours, puis 3 jours, puis 4 jours. Et j'ai beaucoup traîné là, tu vois, là, dans ce port ici, où je cherchais des mokennes. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à se dire, mais qui c'est celui-là qui cherche des mokennes à longueur de temps? On va aller voir un petit peu par là-bas. Et donc les gens du ministère du Tourisme, là, comme le gros Ten, il est venu me voir et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Alors je lui ai montré mes livres. On a trouvé des mokennes, il a vu que je parlais moken, que je n'avais rien à foutre de leur système politique, ce qui m'intéressait c'était les pêcheurs, et ils m'ont laissé petit à petit venir. Et un beau jour, ils m'ont dit, si tu veux vraiment aller dans l'archipel, nous ça nous intéresse de savoir ce qui se passe et ce qu'on peut y faire, donc si ça tu veux, on te donne une autorisation de transport et de sailing. Et puis j'ai dit oui. Une fois les offrandes bouddhistes d'usage effectuées, le Moken Queen peut enfin prendre la mer. L'expédition est partie pour 28 jours de navigation. Jacques a réussi à négocier la première partie de son périple. Il est assuré de pouvoir explorer les eaux du sud de la Birmanie. Ce parcours précis à travers les îles de l'archipel amènera le Moken Queen jusqu'à Mergui. On part pour faire cette exposition à Yangon. On doit collecter le maximum d'objets moken et le transporter dans la capitale. C'est quand même 2000 km du nord au sud, avec le problème majeur qu'aucun bateau ne peut aller du nord au sud, donc il faut une autorisation qu'on n'a toujours pas. Donc pour l'instant, on focalise sur collecter les objets et puis on verra bien. Ne serait-ce que ça, c'est déjà pas facile. Après 2 jours de mer et 120 km parcourus, les signes avant-coureurs d'une présence moken se font enfin sentir.
peux faire tout le tour et les chercher. Si tu sais pas qu'ils peuvent être cachés par là, tu passes 4 fois devant comme on a fait, rien. Non, non, c'est là-bas, je suis sûr. Il y a une petite anse là qui est juste derrière l'île et si tu sais pas, tu peux pas les voir. Ça s'appelle un kabang. C'est un vieux mot d'origine austronésienne. Donc c'est comme ça aussi que tu sais à peu près d'où ils viennent. Celui-là est vieux. Il a été remis en planche et réparé plusieurs fois. Il est avec un gouvernail central, ce qui n'est pas du tout traditionnel. Ceci dit, c'est parce qu'il a un moteur assez puissant. Ça, c'est l'avant, l'échancrure avant. Ça s'appelle la bouche qui mange. Ça sert de marchepied pour les plongeurs, mais ça rappelle aussi aux Moken que non seulement ils mangent par la mer, mais que tout ce qu'ils mangent, ils doivent le rejeter à l'arrière. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la bouche qui mange et l'arrière qui défèque. Ceci dit, c'est très pratique pour les marchepieds. Et tous les termes, c'est des termes eux-mêmes, même quand ils construisent. Hein. Tu as les joues du bateau, tu as le cou, tu as le ventre, tout ça, c'est anthropomorphe. Hein. Toutes les parties du bateau sont basées sur le corps humain. Tout est en train de se transformer. Tout le monde a dit c'est fini, les Moken c'est terminé. Moi je les vois ici comme il y a 20 ans. C'est exactement la même ambiance, tu as le même feeling avec ces gens-là. Bon, les nanas sont assez dynamiques et marrantes, elles sont pas trop pas paranoïaques, ça va. L'année dernière, quand on est monté sur un bateau comme ça, les filles ont hurlé tout de suite, tu vois. Donc tu sens quand même qu'il y a encore ces vieilles traditions de rapt, viol, pillage et tout ça qui restent. Mais je trouve que l'un dans l'autre, ils tiennent bien le choc. Afin de reprendre pied sur son terrain, Jacques décide de négocier l'achat de coquillages à la manière Moken. Et si je prends tout, tu me demandes combien, hein? Combien? Et tu peux pas, tu vois, la difficulté que tu poses à un Moken, je lui demande combien tu me les vends, il est incapable de répondre. Ils sont tellement habitués à ce que l'échange se fasse dans le sens inverse. Voilà, j'en prends que la moitié. Et là, combien? Non, nous on ne peut pas accepter d'argent. Voilà, Menaking. Bon, allez, je t'en donne 1000 par coquillage. Et vous avez de la nacre aussi? Non, on n'en a pas à vendre. Oh, mais elle est radine, ta femme, elle ne veut rien donner. À mon avis, c'est parce qu'elle a peur des Blancs. Et moi, maintenant, je suis tout triste à cause de vous. Donc je vais en prendre 3. Voilà, Voilà, combien pour tout ça? Et avec la nacre? Non, on n'a rien d'autre à te vendre. Et qui d'autre peut m'en avoir? Pourquoi tu comptes pas ce qu'il prend? Non, c'est parce qu'il a peur de compter. Il ne sait pas compter. Voilà. Osaona. Engine à toi boulata. Kanyipudina. Ah bon, ça c'est la phrase traditionnelle. C'est les phrases introductives Moken. Vous êtes riche? Non. Nous sommes pauvres. Je lui dis, c'est pas vrai, il y a 2 moteurs. Hein? Ataomaon.
Au sein de la société Moken, l'argent n'a aucune valeur. En dehors de tout système économique, une flottille reste reliée au monde extérieur par le biais d'un personnage essentiel, le toqué. Il est l'intermédiaire birmano-chinois qui vient acheter le fruit de leur collecte, principalement constitué de coquillages et de mollusques séchés. La transaction est de courte durée. Sitôt l'argent en main, les Moken s'empressent de le dépenser pour acquérir les produits de première nécessité. Riz, cigares, alcool. Et maintenant, donne-moi du bétel, des feuilles de bétel. Alors immédiatement, elle passe la commande, tu vois, elle vient de gagner son argent, alors elle veut du bétel. Bétel, noix d'arec, ça c'est provision de survie pour les femmes. Et ça, tu me le vends pour combien? 300 tchats. Ah non, c'est trop cher, je ne peux pas te le prendre. Elle s'est marchandise. Ils ont tous une île de résidence principale où ils se mettent à la saison des pluies pendant 4-5 mois. Ils font la cérémonie, c'est une cérémonie de réunion. Et après, à la saison sèche, là, pendant la nôtre, ils s'éclatent en flottille parce que c'est des aires de nomadisme pour collecter. Et la flottille, c'est des familles étendues, quoi. Ici, le bateau, c'est une famille nucléaire. Là, d'ailleurs, tu as le prototype de la famille Moken, hein, mari, femme, 2 enfants. Et il y a toujours un vieux. Donc, en fait, la moyenne que j'ai faite, c'est 5 par bateau. Ce qui correspond à peu près. Ils sont très sympas avec les enfants, en plus. Ils sont très monogames, ils sont très fidèles, très amoureux. Les mecs s'occupent beaucoup des enfants. C'est pour ça que vivre dans une flottille, c'est très sympa, parce que les relations amoureuses sont vachement stables et... Non, c'est très très difficile psychologiquement parce que c'est tu vois bien, je veux dire, tu passes 2 heures avec eux, je veux dire, tu es quand même secoué psychologiquement. Mais c'est justement cette différence entre eux et moi qui fait que ça te remet tellement en question que tu es ouvert, tu deviens complètement ouvert à la différence. Ce qu'est la valeur de l'ethnologie exotique pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours fait une différence. L'ethnologie exotique, elle existe parce que tu as une différence. Et c'est cette différence qui te fait comprendre. Parce que tu te remets en cause, et puis les autres aussi. Et du coup, tu vois, au milieu de tout ça, il se passe un échange. Je les comprendrai jamais à 100%, c'est sûr. Mais je comprendrai plus parce que j'ai un regard éloigné. C'est une vieille tradition ethnologique qui n'est plus du tout à la mode. Ça ne se fait plus. Maintenant, tu vas étudier ton voisin de palier. Mais tu vois, l'exotique, bon... C'est bon pour les médias. Or, je pense que c'est une erreur gravissime. La bonne ethnologie est une ethnologie exotique.
Moi, j'ai déjà vu ça et c'est pour pas casser le bambou. Des fois, il le met parallèle. Une semaine après son départ, l'expédition arrive en vue d'une crique où les Moken seraient susceptibles de se réunir. Jacques et ses collaborateurs partent sur le terrain en éclaireur. Ça a été défriché là-bas et planté de je sais pas quoi. Il était quand même là, il y a tous les paquets de coquillages qui mangent et tout. C'est ça. D'abord tu regardes la direction, est-ouest. Après avoir fait le tour de l'île, Jacques et Marcello découvrent que les Moken ont bien séjourné sur place. Une cérémonie aux esprits a eu lieu. Les traces du rituel en attestent. L'expédition a manqué les nomades de quelques jours. La découverte de cet endroit n'en reste pas moins exceptionnelle. Là, les avions, ils aiment ça ici. Ah, ils adorent. Regarde-moi celui-là. J'ai vu que le dessin qu'ils ont fait là, c'est les mêmes. T'as vu les dessins, Jacques, là derrière? Ça, c'est les Birmans qui leur ont donné, les gentils militaires birmans. Ils vont dire, ah, c'est bien. Ça, c'est du bouddhisme. C'est des offrandes complètement bouddhistes. Au fond, ils ont gardé leur petit hôtel, là, le fameux Papanputi. Tu vois que les offrandes principales, alcool, monsieur. Et puis là, tu mets des bougies pour allumer quand tu danses autour des poteaux aux esprits, tu vois. Tout l'alcool qu'il y a par terre. Pas d'alcool, pas de fête. Incroyable, vous savez, il y en a 4 avions. Alors ils me disent que c'est pour appeler le vent, tu vois, tous les tissus blancs qui bougent, ça veut dire que les esprits arrivent et que donc on va pouvoir entrer en transe. Tu vois, appeler les esprits par l'intermédiaire de ces drapeaux. Et les hélices, elles ont la même fonction, c'est pour le vent. Les Moken sont un peuple de l'entre-deux, c'est-à-dire qu'ils sont ni des marins de haute mer, ni des forestiers. Ils se sont trouvés une niche écologique qui est entre la terre et la mer, et là tu vois les limites. Là c'est la limite de la marée étale. Et là, c'est la limite, c'est les frondaisons. Tu vois, juste derrière, tu as la forêt qui commence. Donc, ils sont ni forêt, ni mer. Ils se sont trouvés un entre-deux. C'est des collecteurs de surestrants ou des collecteurs de plaquiers qui ramassent tout ce qu'ils trouvent dans cet internet-là. D'accord. Attends, on est en train de s'amuser. Okay. So we have this one, and this one. Une flottille Moken se présente à l'horizon. Jacques prépare son assistant Marcello à un premier contact avec les nomades. Il sera en charge de ramener à bord un poteau aux esprits, pièce maîtresse de l'exposition. Je le laisse, on en est dans la période, les jeunes prennent leur relais, la génération suivante prend le relais. Donc le first contact, je vais lui laisser. Ce qui est toujours quand même le plus grand plaisir de l'ethnologue, c'est le first contact, même si c'est le plus paniquant.
Là, il en est à 150, là, son cœur. Là. Ça va. J'en ai rencontré. Ah, mais non, attends, je suis pris, mais j'étais comme ça. Hein. Et en fait, c'est pas du tout ça la raison, c'est que j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur, donc je l'envoie. Ils ont l'air pas mal, la nouvelle génération, là, quand même. On va voir. On va juger sur pièce. Il ne le dira jamais. Non, jamais, je dirais. Je suis protestant, j'arrive pas à faire des compliments. Mais j'ai confiance en toi, sinon tu serais pas là et je t'aurais pas envoyé tout seul. Clairement. Pour que j'envoie quelqu'un chez les Mokennes tout seul sans moi. Le premier contact est assez difficile. Moi, j'ai une technique qui est rodée depuis 15 ans, mais maintenant, j'aimerais bien que Marcello, tu vois, se prenne ce premier contact et arrive à gérer les situations Moken, ce qui n'est pas facile. Donc là, mon idée, c'est de l'envoyer avec Josu, notre guide, qui parle un anglais rudimentaire, de faire traduire en Moken, et comme Marcello parle un peu Moken quand même, il saura déjà si la traduction est bonne ou pas, ce qui les forcera à faire attention au Moken. Et je pense que c'est une bonne technique pour qu'il apprenne. Où se trouvent les poteaux aux esprits? Là-bas, derrière la pointe de l'île. Les Moken vivent sur des bateaux, mais que 6 mois par an, parce qu'il y a une saison des pluies quand même. Donc c'est vraiment sur le bateau qu'ils s'épanouissent. Un bateau, c'est une maison, donc une famille nucléaire. Donc il y a déjà une osmose entre le bateau et la famille. Entre le repérage du bois et la finition du bateau, il faut compter 2 saisons, quoi. Alors, une bonne saison des pluies où ils sont à terre, ils peuvent travailler, et puis une saison sèche où ils y reviennent de temps en temps. Voilà, donc c'est un travail, c'est le plus gros travail. C'est vraiment voir, c'est comme si je vois naître la culture Moken, parce que c'est à partir de là que tout commence. On a des maladies, mais nous n'avons ni les médecines, ni les aiguilles pour se soigner. Alors du coup, ceux qui sont malades, eh bien, ils meurent très vite. Aborder une flottille Moken, c'est pas facile. C'est quand même des gens qui sont farouches, très inquiets, qui peuvent partir en 3 secondes. Or, on est quand même en Asie et les Asiatiques savent très bien gérer des relations quand elles sont cadrées dans quelque chose qui leur convient. Or, je sais que les Moken ont une relation patron-client très forte et c'est là-dessus que je joue. Tu vois, d'abord je joue sur l'humour. Quand je leur gueule dessus, c'est j'arrive, je leur dis mais pourquoi vous passez votre temps à jouer aux cartes et à rien faire? Vous êtes une bande de feignants, ça les fait rigoler. D'abord parce qu'en gueulant, ils savent que je parle Moken, première chose, que je sais leur humour. Donc tout de suite, tu vois, l'information circule immédiatement dans la flottille, quoi. Et puis il y a aussi que j'ai pas beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'y vais un peu direct. Alors vous voyez, vous arrivez très bien à travailler. Vous me racontez toujours des histoires pour dire que vous ne savez rien faire. Mais en voyant ça, les Birmans, ils vont se dire, oh là là, ils savent bien travailler les Moken. Ils savent bien faire les choses. Donne-moi tes verres pour que je vois de plus près. Non, il veut voir si mes lunettes, ça lui va, parce qu'il a des problèmes de vue. Ah, j'espère que ça va être mieux maintenant. Oggi hanno fatto una distribuzione rapidissima. Est-ce que quelqu'un peut venir avec moi pour construire des maquettes, là, pour moi? Au fait, qui a construit le poteau aux esprits, hein? Le poteau aux esprits qui est là-bas, c'est quelqu'un d'ici? Hein? Et quelqu'un peut venir avec moi pour faire une copie? Une copie de ce poteau-là. C'est juste pour voir. Je voudrais voir un peu comment vous faites pour travailler, d'accord?
Allez, prenez une hache, on y va. Là, il répare le bateau qui a été cassé, qu'on voulait montrer à l'exposition. Je lui ai demandé de le refaire parce qu'il devait m'en faire un l'année dernière et il ne l'a pas fait. Donc, en échange, je lui ai demandé de me réparer celui-là. Mais c'est le principe des vieux, tu vois, c'est ce qu'on appelle, lui, c'est le responsable du groupe, mais en fait, il ne peut pas faire bouger un de ces mecs. Il n'a aucun pouvoir. Toute la société moquenne, ça repose là-dessus. C'est casser le pouvoir du vieux. Sauf pendant les rituels. Et chaque fois que je lui demande, mais envoie un mec couper du bois, tu vois, non, c'est pas possible, demande-lui, démerde-toi. Ah ouais. Quand on est venu la première fois ici, ils m'ont reconnu. Ils savaient déjà que j'étais l'occidental qui travaillait à Kossourine avec les Mokennes. C'est-à-dire que l'information que j'existe, elle est montée jusqu'à une île qui s'appelle Bentik. C'est-à-dire encore une centaine de kilomètres au nord, ils connaissent mon existence. Ils pensent être des grands chasseurs. Je les ai souvent vus partir chasser, ils n'ont jamais rien ramené, mais dans leur imagination, ils restent des chasseurs. En fait, c'est des chasseurs-cueilleurs qui ont été poussés à la mer, plus ou moins. Donc c'est ce qu'on les appelle les chasseurs de la mer, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont des harpons, qu'ils chassent les tortues et des choses comme ça. Et qu'ils n'ont pas d'outils de pêche. Ils n'ont que des outils de chasse. La quête d'objets n'a pas été miraculeuse. Heureusement, un poteau aux esprits enrichira quand même l'inventaire scientifique. Mais les Mokennes ne peuvent pas se séparer de ce symbole spirituel sans le rite d'usage. Ils improvisent exceptionnellement une réplique de leur cérémonie sacrée. Alors nous étions là hier soir, demain nous irons par là et on voit. S'il y a des Mokennes, on s'arrête, sinon on continue tout droit par là. Et maintenant ici, nous devons charger de l'eau et demander aux pêcheurs du poisson pour ce soir, sinon on n'aura rien à manger.
Otherwise, no eat. C'est là où on a fait toutes nos commandes en fait. Parce que l'année dernière, les autorités ont décidé de regrouper tous les 5 sous-groupes Moken ici. Ils leur ont dit vous passerez la saison des pluies ici, donc ils leur ont construit des petites maisons en fonction des sous-groupes. Et on avait demandé à chaque sous-groupe de nous faire 20 objets traditionnels Moken. Donc normalement on devrait ressortir avec 80 objets. Mon calcul est que si on en a 30%, ça sera déjà énorme. Voilà. Alors, on a vu des politiques de séparation ethnique, qui est très birman, qu'on trouve partout en Birmanie, hein, c'est pas spécifique ici. Comme c'est des îles, tu vois, une séparation sur une petite île, ça ressemble plus à un camp qu'à une séparation, quoi. Donc c'était au nom de la préservation des races, et c'est vendu uniquement pour le bien des Moken. Hein? La maison du chef, c'est celle au fond. Bonjour madame. Le monsieur avec moi sait parler la langue moken. Est-ce qu'il peut rentrer chez vous? Vous vous rappelez l'année dernière, on vous avait donné de l'argent pour fabriquer des objets. Est-ce que vous savez où ils sont? Vas-y, demande-lui, toi. Si tu parles en birman, ça lui fera moins peur. Alors tu lui demandes si son mari a fait quelque chose pour nous. Madame, l'année dernière, on a commandé des lances et des maquettes de bateaux au chef du village. Elles sont pour nous, celles qu'on a vues dehors? Ah, voilà la femme du chef qui vient d'arriver. Non, je ne suis pas au courant, il n'a rien laissé. Mais on a vu la maquette de bateau dehors. Elle n'est pas pour nous? Non, je ne sais pas. Bon, moi j'ai laissé plein de choses et beaucoup d'argent à ton mari l'année dernière pour qu'il travaille pour nous. Maintenant, il ne reste plus rien. Il n'a rien laissé. On avait commandé des fouennes, des harpons à tortue. Ah bon, tout ça? Eh oui, tout ça. Des maquettes de bateaux moken aussi et des tambours. Les maquettes de bateaux, on ne les a plus. C'est les Birmans qui ont tout pris. Et nous, là, il ne nous reste plus rien. Mais on t'avait quand même donné des choses l'année dernière. Va voir le nouveau chef. Oui, je vais aller le voir parce que quand même, j'ai donné beaucoup d'argent. Jacques connaissait l'ancien chef moken du village. Il a été remplacé par un birman. Ce dernier ne semble pas enclin à comprendre les attentes de l'expédition. Les explications sont des plus confuses. En une journée, Jacques a tout entendu. Les moken n'ont pas travaillé, ils ont dépensé l'argent, les birmans ont volé les objets. Pour finir, un petit seigneur local, amateur d'art à ses heures, les conserverait à des fins personnelles. Il aurait même la volonté de monter son propre musée ethnique. Toutes ces histoires laissent à Jacques peu d'espoir quant à la possibilité de récupérer les objets. Conscient de se trouver dans une réelle impasse, il décide de passer à la vitesse supérieure. Ok, pour le moment on ne peut rien faire, mais ce qu'il nous faut maintenant absolument pour l'exposition, tu vas leur expliquer que l'on doit aller à Rangoon faire une exposition, on a besoin d'objets et pour ça on va aller faire un tour et voir si des choses nous intéressent. Si c'est le cas, on demande l'autorisation et on les prend. Comme ça ? Des moquettes qui sont partis, je ne sais où on va chercher. Et j'ai proposé de les acheter. Donc on va aller voir les propriétaires. Avant de remonter sur le bateau, les membres de l'expédition croisent un birman disposé à leur venir en aide. Miraculeusement, ce nouvel intermédiaire promet à Jacques les objets commandés pour le lendemain. Alors, les vases, le coupe-coupe, celui-là aussi. Ah ouais, c'est la même photocopie que l'année dernière. C'est bon, je vais aller les chercher là-bas, vous aurez tout demain. C'est là-bas derrière. Pour le harpon, un seul exemplaire suffit.
Coup de théâtre. Au petit matin, l'état d'urgence militaire est décrété au village. L'armée ne veut pas de regard gênant sur ces trafics de marchandises et de main-d'œuvre. Personne ne saura ce qui se passe sur place, mis à part les habitants de Punala. Le Mokenkwin est contraint de reprendre la mer sans espoir de récupérer le moindre objet. Ultime tentative, le guide officiel de l'expédition, Chosu, va tenter de convaincre les autorités de le laisser récupérer les objets promis la veille. Ses seuls atouts face aux militaires sont les multiples autorisations tamponnées, signées et contre-signées par les plus hautes sphères de Rangoon. Depuis le début, ils nous interdisent d'aller à droite, ils nous interdisent d'aller à gauche, ils nous donnent 1 heure d'autorisation. Et en fait, le village est très riche par rapport aux autres. Donc je pense que c'était une plaque tournante locale. En plus, c'est pas loin de Mergui. So we leave right away, huh? So you pass this out and then you take in engine. Yeah. You want me up front? No object, nothing. Les objets ne sont pas là à cause de cette emergency militaire. On vient de perdre tout nos matériels qu'on a payé 240 000 chats l'année passée. Et on ne peut pas revenir sur cette île car le temps est limité. Donc il faut aller vers le nord et on ne peut plus redescendre vers le sud. Une flottille moken isolée croise au large du Nil. Jacques compte bien profiter de cette rencontre inattendue pour enrichir son exposition de quelques pièces. Alors, il y a des malades parmi vous? Bon, il faut prendre les médicaments que je vais vous donner. Un le matin et un le soir. Le taux de mortalité infantile, c'est 1 sur 2, c'est 50%. L'espérance de vie, comme je te l'avais dit, 40 ans. Puis après, ils résistent, comme papy. Une fois qu'ils ont passé 40 ans, c'est bon. ATP. Alors, un le matin et ça ira mieux. ATP, bout. C'est joli ça. C'est un jouet pour les enfants? Non, ça a été fabriqué par les enfants. Eh ben, c'est vraiment très beau. Je vous l'achète 1000 chats. Vous êtes d'accord? Non, non. Quoi, vous préférez le jeter? Vous êtes sûr pour 1000 chats? Il vous propose 1000 chats et vous ne les prenez pas? Vous êtes vraiment stupide. Oh, grand-père, viens m'aider. Ils ne veulent pas me le vendre. Parce que nous, on n'est pas comme les autres touristes, donc on achète. Tiens. Voilà, j'ai acheté un beau cadeau, je vais l'offrir à Marcelo. Et dis-moi, grand-père, elle est très jolie ta natte, là. Tu me la vends? Oui. Quoi, la natte? Hein? Je te l'achète, d'accord? 1000 chats, d'accord? Ah, il faut que je demande à ma femme. D'accord, alors demande-lui d'en faire une nouvelle et puis qu'elle me vende la vieille, d'accord? Eh, il veut nous acheter la natte, t'es d'accord, toi? Ben, si t'es d'accord, on n'a qu'à lui vendre. C'est les razzias. D'abord, excusez-moi. Voilà. Voilà.
pièce est claire, nous reviendrons. Il faut éviter d'avoir à traverser ce secteur la nuit. On peut passer au large de Punala avant de repartir. Quand on sera sur place, on pourra décider de gagner l'île aux rochers. J'aimerais bien aller là. Je veux aller à Swinton. Ah oui. Alors elle n'a pas été dans le plan du départ, mais c'est là we can go there. Hein. Les îles Sisters sont une étape importante prévue dès le départ de l'expédition. Ces deux îlots paradisiaques abritent traditionnellement plusieurs flottilles mokennes. Ils servent de pied-à-terre aux nomades pendant la saison des pluies. Tu vois, les petites cahutes de droite, c'est toutes des mokennes, et puis à gauche, c'est des birmans. Donc ils sont de plus en plus poussés. Il y a des petites pagodes que tu vas voir, tu vois, il y a du poisson qui sèche partout. Toutes les femmes mokennes sont en train de ramasser le poisson des pêcheurs birmans. Ça va devenir un village de pêcheurs birmans. C'est la partie supérieure des... Ah, c'est les ailerons de requin qui vendent aux Chinois, hein. C'est comme les nids d'hirondelles et puis les holothuries. La peau de requin, moi j'en ai mangé déjà. C'est vraiment pas bon. Hein? Les ailerons de requin, c'est ça qui vaut le plus cher, forcément, le marché est chinois, avec les holothuries. Et puis le poisson séché, bon bah écoute, c'est des choses qui se vendent dans tout l'archipel parce que ça se conserve pour les pêcheurs, quoi. Tout est fonction de la marée. Là, on est en plein dans les plus grandes marées. Tu vois les estrans découverts au maximum. Ici encore, c'est pas terrible, mais des fois, tu as 1 kilomètre, même voire 2 kilomètres d'estrans coralliens ou sableux. Et pendant, c'est la grande période d'activité de collecte. Donc, elle collecte vers de sable, huîtres, oursins. En fait, tout ce qu'ils trouvent, hein, des coquillages, des bénitiers, tout ce qu'ils trouvent, quoi. C'est des collecteurs, c'est leur activité principale. Et quand c'est la période des grandes marées comme ça, c'est très difficile de les faire travailler. Parce qu'ils feront tout en fonction de la marée. C'est là que tu sais que c'est des collecteurs. Parce que tu ne peux absolument pas leur faire changer leur système de vie, il n'y a aucun prétexte. À part les armes, évidemment, mais sinon tu ne pourras pas les faire bouger si c'est la période des grandes marées.
Vous avez vu le blanc? Il parle moken. Oui, je parle le moken. Je suis resté avec eux pendant longtemps. Ceux que tu vois sur ces images, ils sont tous morts. Ça, par exemple, c'est la femme du chaman. Et là, ce sont les enfants moken dont je m'occupais. Il voit toute sa culture passer en un bouquin, il doit se dire, tiens. Alors maintenant, on va faire un autre livre. Et cette fois, c'est vous qu'on mettra dedans. Ça te fait pas peur, non? Il est scotché par ma manière de parler, Buckley. Là, sur cette photo, ce sont des ignames. Vous en avez, vous? Ah oui, quand il n'y a plus de riz, on mange ça. Donc normalement c'est attaché, la pointe est attachée au harpon et le harpon est attaché au bateau. Donc quand il lance le truc, il y a la pointe qui se détache avec la tortue, le harpon qui flotte et le harpon est maintenu au bateau. J'aime bien ce bateau, il est bien rangé, tu vois. Tu vois bien que c'est un bateau du vieux, quoi, du Potao, parce qu'il est quand même très bien rangé, il est assez propre. Tu vois, c'est à ça que tu reconnais que c'est un chaman. Là, ça s'appelle la planche sacrée. Celui qui a ça, tu es sûr que c'est le chaman. Et comme je vous disais, tu vois, les croyances moken, c'est un joyeux melting pot de un peu tout. Et là, c'est quand même très bouddhiste. Ça, c'est celui du Wat Prakeo, là, de Thaïlande. Ah mais dis donc, il m'a piqué ma photo des poteaux aux esprits. Gamma Choi, hein? Ils n'ont aucune notion du temps, une notion de l'argent très limitée. Quand tu veux travailler avec eux, c'est le prototype du sauvage en accord avec la nature. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de temps.
Mais quand tu vis avec eux, je veux dire, tu vis là-dedans, tes impératifs, ils te viennent immédiatement. Je veux dire, tu as les visas, tu as les problèmes. Donc tout ce qui est difficile à vivre en Occident te revient d'une violence extrême, quoi. Tu te demandes pourquoi il faut aller chercher des visas, tu te demandes pourquoi il faut aller s'emmerder à faire 50 000 papiers et qui te paraissent complètement inutiles, quoi. Et eux, ils arrivent à passer entre les mailles du filet. Et je suis encore, moi, fasciné par leur manière de survivre en Birmanie. Parce que quand même, tu vois, c'est pas facile. Et il y a une pression quand même énorme des militaires. Et à chaque fois, ils arrivent à s'en sortir. Ils déplacent, ils se regroupent, ils s'éclatent, ils se remettent ensemble. Ce qui fait que tu n'arrives jamais véritablement à les attraper sur un truc. Mais c'est ça qui me plaît aussi. Moi, je suis pareil. Je veux dire, il y a des fois, je ne passe pas les informations, je m'en vais. C'est assez difficile de travailler avec moi pour ça, quoi. Et il y a une manière, c'est quelque chose que j'ai appelé leur bulle sociale, c'est-à-dire qu'ils se protègent complètement de l'extérieur. Même quand les Birmans arrivent pour regarder ce qu'ils font, etc., il y a une position d'attentiste, de force d'inertie qui se met en marche, que je sens maintenant, qui est terrible. Qui est terrible. Je veux dire, même les Birmans, ils n'arrivent pas à le casser, hein. Donc c'est pour moi les derniers hommes libres, oui, c'est eux. Après, il n'y en a plus, quoi. Lui, c'est donc le chaman. C'est le seul qui a le droit de faire les poteaux aux esprits, en fait. Et les couleurs chez les Moken, c'est un peu compliqué. Et la symbolique des trucs est vraiment limitée, c'est des fleurs ou des habits. Mais je sais pas, lui, il a l'air quand même bien décidé dans ses choix, hein. Il sait ce qu'il veut. Ça représente le canal de communication avec les ancêtres. Et les figures sont particulières à chaque sous-groupe. Lui, là, il a fait une copie des poteaux esprits de ce village-là. Quand tu fais bouger le drapeau, ça veut dire que les esprits arrivent et tous les officiants sont en bas et ils sont en transe, ils reçoivent les esprits les uns après les autres. Une fois les objets chargés à bord, le temps est venu de quitter les nomades des îles Sisters. Les membres de l'expédition insistent pour se faire photographier avec les Moken autour des objets fabriqués. Le chaman se prête au jeu. C'est pour lui une façon de sacraliser la séparation avec le poteau aux esprits que ses mains ont sculpté.
Les cales sont pleines grâce à la coopération de la flottille Moken. Les îles Sisters ne sont pas un endroit facile à quitter. Le Moken Queen doit néanmoins rallier Mergui au plus vite. Les autorisations de naviguer expirent dans 2 jours. Le Moken Queen a quitté la pointe sud de la Birmanie depuis bientôt 4 semaines lorsque Mergui arrive en vue. Ce port est le centre névralgique de la région. Il est également au cœur des préoccupations de Jacques. L'enjeu est de taille. Tout le travail entrepris dépend de cette étape. Le cargo et surtout sa précieuse cargaison d'objets Moken doivent arriver à Rangoon, 1000 km plus au nord. Pourtant, aucun occidental n'a été autorisé à effectuer ce trajet depuis le départ de Birmanie des colons anglais, un demi-siècle plus tôt. Les bases militaires secrètes, les gazoducs et autres oléoducs délimitent cette région interdite en plein golfe du Bengale. Jusqu'à très récemment, une plaque tournante du trafic de l'héroïne et de l'opium. À l'heure actuelle, l'expédition ne dispose pas du laissez-passer pour quitter Mergui. Chosu, le guide désigné par l'administration birmane, est chargé d'obtenir le sésame vers la voie maritime. Cet enjeu éclipse quelque peu l'excitation de toucher terre. D'habitude, on est toujours agité comme des poux quand on arrive à Mergui. Tout le monde se prépare, il se fait beau et en 5 minutes, tout le monde s'est barré. Parce que chacun a son petit coin préféré dans Mergui, qui est une ville super avec des quartiers différents. Donc chacun aime bien un quartier, donc tout le monde s'éclate, c'est la grande folie. Mais là, vu qu'on a des problèmes d'autorisation, de permis et d'histoire abracadabrantes, l'excitation est moindre, on va dire. Alors que Chosu se démène avec les autorités locales pour obtenir le laissez-passer, Jacques décide d'emmener son complice Lucas visiter les derniers Moken de Mergui. Non, on va passer par la deuxième. Jacques sait qu'il les trouvera dans les faubourgs de la ville, loin de leur culture de nomades. C'est les derniers Moken de Mergui. Alors autrefois ils avaient été là, il y en avait eu plus de 2000 à Mergui, ils avaient essayé de me faire un quartier des Moken que j'ai cherché pendant des semaines, je n'ai pas trouvé des semaines, des jours. Et les derniers que j'ai trouvés c'est ceux-là, voilà, les 2 maisons. C'est ceux qui n'ont pas suivi les autres dans les îles. Voilà l'avenir des Moken dans les sociétés développées. Plus bas qu'eux, il n'y a pas. Donc sur les îles, ils sont au plus bas par rapport aux pêcheurs et par rapport aux armateurs. Et à terre, ils sont plus bas par rapport même aux clodos. Mais c'est encore des Moken, c'est pas des clochards, c'est des clochards Moken, libres. Même si tu as ton propre bateau, si tu rentres dans l'archipel, il faut que tu prends une guide officielle du gouvernement. Tu ne peux pas aller sans lui. Et c'est lui qui doit faire le rapport final, où on était, qu'est-ce qu'on a fait, et comme ça. Ouf dessous, il connaît tout par cœur, mais à chaque fois, il se tape toutes nos galères. Il connaît surtout les galères du projet, quoi. C'est la guide officielle, donc tout de suite on a pensé à l'espion. On ne l'a pas trop bien traité, pas mal, mais on l'ignorait, on le laissait dans le coin, on ne parlait pas trop.
Et pendant le voyage, il s'est révélé vraiment une personne très jolie. Il sait ce qu'on veut, donc il n'a pas besoin de répéter à chaque fois quand il va avoir une autorité. Qu'est-ce qu'on vient faire, quoi. Parce que moi, j'en ai eu un guide une fois, on est allé à Mergui, là, c'était un vrai de vrai, quoi. Un vrai espion. Oh, attends, on allait aux toilettes, il était derrière la porte. C'était l'enfer. Chosu a obtenu l'autorisation de séjourner à Mergui. Mais un imprévu de taille met en péril la fin de l'expédition. Le Moken Queen naviguait à travers l'archipel pendant qu'une tentative de coup d'État déstabilisait le régime de Rangoon. Les communications dans le pays s'en trouvent perturbées à un moment où Jacques a plus que jamais besoin de tous ses appuis politiques. Tous les moyens sont bons pour joindre la capitale. Fax, radio militaire, téléphone public, rien n'y fait. Durant 2 jours, il est impossible de trouver un téléphone en état de marche. C'est de façon inattendue, comme très souvent dans ce pays, que la situation se débloque. Un représentant du ministère du Transport est enfin en mesure de donner une réponse. Finalement, on a donc ce fameux papier, je tiens à le montrer, 6 mois de travail, qui permet à CBN Discovery et au Moken Queen de naviguer jusqu'à Rangoon. Et je pense que ça n'a jamais été fait. Après 3 jours d'attente, le Moken Queen reprend la mer. Tous ont à l'esprit que l'expédition touche au but. Ce dernier trajet représente une véritable première. C'est en Pionnier que le cargo et son équipage rentreront en rade de Rangoon, 1000 km plus au nord. Aucune mesure de sécurité à bord n'est respectée pour envisager dans les meilleures conditions ces 4 jours de mer. Absence de balises de détresse, de moteurs de secours, de radio, de gilets de sauvetage. L'activité en mer est centrée sur l'inventaire des pièces pour l'exposition. Chaque objet Moken doit être répertorié et restera propriété de l'État birman. Et pour lui, je pense que cette exposition, c'est clairement le résultat d'efforts des années et des années. Je le vois aussi un peu de toute la recherche, commencée par son père, continuée par lui. Donc je crois que c'est un peu pour la famille Ivanov, un peu le résultat de tous les efforts de ces derniers 35 ans. Jacques Ivanov a réussi son pari. Après avoir sillonné l'archipel de Mergui durant 25 jours, les objets représentatifs de la culture Moken ont été réunis et acheminés jusqu'à Rangoon. À travers les écrits scientifiques, les livres et les films, la défense de la culture Moken a toujours été la priorité de la famille Ivanov. Cette exposition contribuera à modifier le regard du régime birman sur une minorité en marge. À la veille de l'ouverture probable de ce pays à un tourisme de masse, Jacques Ivanov aura fait tout son possible pour sauvegarder les traces de la culture des derniers nomades marins.